L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, ce 20 novembre, Madame Méché, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin, ce jeudi matin. Merci. Madame Méché, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de la protection des droits de l'enfant en Algérie. Il y a un plan national pour l'enfance 2025-2030 qui est en phase finale d'élaboration. En quoi consiste précisément ce plan ? Moi, je vous remercie déjà et c'est un honneur de partager cet espace, surtout si on parle de l'enfant aujourd'hui, dans la journée quand même, la célébration de la signature de la Convention internationale de l'enfant est un grand pas pour l'Algérie. Depuis l'indépendance, bien sûr que l'Algérie a placé, a organisé, a mis au devant la protection de l'enfance en Algérie. Le plan national de l'enfance 2025-2030, c'est un grand projet. Ça, c'est vraiment, ça c'est venu le fruit des assises qui ont été bien sûr lancées, les premières assises pour l'enfance en Algérie, réalité et enjeu. Et ça a été organisé avec, en collaboration avec le CNSE, ça a regroupé tous les professionnels directement liés et non directement liés qui touchent tous les volets de l'enfance. Le but, c'était de ramasser, de retrouver, de choisir, d'appuyer un plan national pour qu'on puisse vraiment donner les bonnes recommandations pour que ça soit utile à la vision future 2025-2030. Moi, je crois que si je peux placer une phrase, je dirais que ça c'est un fruit et un long travail de beaucoup de professionnels dans différents secteurs de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance, tout le volet juridique, le bien-être de l'enfant. Tous ces volets ont été bien sûr appuyés avec des experts. Aujourd'hui, moi je peux citer Madame Faiza Ben Hadid qui était derrière la réalisation de ce projet, validé par l'organe national. Et aujourd'hui, on verra dans quelques jours le lancement de ce projet qui sera... Donc c'est imminent en fait. Hein, absolument. Très bien. Ce plan, il vise à protéger les droits des enfants et surtout les préserver des dangers qu'ils peuvent subir. Il n'y a pas que ça. Un plan national de l'enfant, ça veut dire que ça implique toutes les institutions, leurs programmes, les tâches, toutes les données utiles pour créer une vraie stratégie de terrain qui va bien sûr... collaborer, coordonner le travail pour le bien de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des besoins de l'enfant ou sa situation dans le milieu familial, scolaire, dans le contexte social, ça nécessite l'implication de plusieurs secteurs, de plusieurs ministères, de plusieurs institutions, des personnes ressources, société civile, de la protection et la sûreté nationale. Donc, si on vise toutes ces institutions, le plan national vient pour coordonner, expliquer, simplifier les tâches, les actions, le programme, les plans d'action de chaque secteur pour qu'ils puissent travailler dans le même sens. Aujourd'hui, si on vise 2030, bien sûr, ça c'est pour être à la page avec le programme international et puis voilà, donner à l'enfant algérien tous les prérogatives et puis les chances pour qu'il puisse vraiment vivre le meilleur volet, le meilleur cadre possible. Alors, on va parler également d'un autre projet qui est en cours, celui de la cellule de veille mis en place par votre organisme, c'est-à-dire... Ah, ça c'est extraordinaire. Regardez, depuis 2019, on était vraiment très fiers d'avoir déjà l'ancrage juridique pour lancer la cellule de dénonciation du numéro vert 1111. Et ça, comme projet, c'était offrir à l'enfant un numéro qui est dédié à ces dénonciations. Les droits de l'enfant, son vécu, comment on peut utiliser un numéro vert national qui est simple à utiliser et puis qui permet aux tout venants, aux professionnels, aux familles, aux parents, à l'enfant lui-même, le droit et la possibilité de dénoncer, de porter sa voix
pas pour dénoncer uniquement dans les situations de détresse ou de difficulté, mais aussi de demander des informations, d'aider les parents qui ont besoin d'orientation, de vérifier s'il s'agit sur un cadre juridique, la nécessité d'intervenir ou pas. Et ça, depuis 2018 jusqu'à nos jours, ça monte dans l'expérience, dans les données, dans le travail. Et puis voilà, on a beaucoup appris, simplifié, banalisé les choses pour que ça soit à la portée des gens et surtout l'enfant. Aujourd'hui, il y a un autre fléau qui bien sûr, qui habite un peu nos sociétés, si ça se dit. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va dire les écrans, le danger des écrans, tous les volets dans lesquels on ne peut pas retrouver ça sur les téléphones, on les retrouve dans les vidéos, dans l'échange, dans les smartphones, La cellule nationale de veille, justement, veille à protéger les enfants du cybercriminalité, de ce volet-là où on peut retrouver les enfants dans les réseaux sociaux. Des cyberprédateurs aussi. Tout à fait. Revenir à tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse placer des personnes, des professionnels qui vont suivre le parcours, le vécu, l'espace partagé par les enfants. Protéger l'enfant dans ces réseaux sociaux, je crois que ça s'impose aujourd'hui, c'est une première, c'est un grand projet, mais voilà, il sera lancé prochainement pour qu'on puisse vraiment intervenir pour protéger nos ados, les petits-enfants, ils n'ont pas la maîtrise, qui sont vraiment, on va dire, tiraillés, qui sont manipulés, qui sont victimes de plusieurs situations, de beaucoup de situations, derrière le non-dit, le silence, le tabou, la peur. Et voilà, c'est de revenir pour pouvoir soulever ces signalements. Donc, il y aura le lancement du numéro vert, bien sûr, et ça, c'est une continuité au travail, parce qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de pouvoir lancer les 24 heures, 7 sur 7, pour qu'on puisse vraiment approcher nos enfants, et une cellule de veille pour toucher les réseaux sociaux dans lesquels on retrouve nos enfants qui peuvent peut-être derrière le jeu anodin se retrouver dans des situations complexes et puis manipulés par des prédateurs, et ils se retrouvent dans des situations très gênantes. Et puis voilà, des situations de danger. Alors, vous disiez le lancement d'un nouveau numéro vert, c'est ça? Le lancement numéro vert, ça veut dire qu'on avance dans le programme, ça n'a jamais cessé. On a commencé par un groupe, aujourd'hui, c'est un groupe pluridisciplinaire, des psychologues, des médecins, des sociologues, mais aussi des juristes, aujourd'hui, qui travaillent dans le relais. Et voilà, c'est des formations continues, et ça continue dans les prérogatives. Voilà. Je crois que Madame la déléguée nationale va lancer quand même les nouveautés derrière le nouveau cadre juridique qui va donner à la cellule du numéro vert d'autres prérogatives beaucoup plus utiles dans l'intervention d'urgence et l'intervention immédiate pour protéger les enfants. Vous avez eu déjà des cas d'enfants qui ont été victimes de cybercriminalité, de prédateurs. Dites-nous, racontez-nous comme ça pour qu'on se rende compte de la dangerosité de la situation aussi. D'abord, ce qui a frappé un peu nos regards, c'est ce qui a attiré notre attention depuis le Covid, c'est l'attachement aux enfants, l'attachement des enfants vers les écrans. L'utilisation des écrans, c'était déjà l'addiction. On a commencé à utiliser ces concepts, on a déjà présenté toutes les activités pour qu'on puisse dénoncer ça, aider les parents pour qu'ils puissent comprendre que c'est très dangereux. Et puis voilà, les mamans qui donnaient un peu les écrans, des tablettes, les portables, smartphones, et puis l'internet derrière les jeux utilisés, ça occupait un peu les enfants. Mais l'addiction, c'était quand même un grand phénomène dans lequel l'enfant, il décrochait de tout le réel, du monde réel, il était tiraillé par ce monde virtuel qui applaudissait un tout petit peu son monde interne. Et puis voilà que l'épanouissement de l'enfant et puis le bon développement était menacé par ces pratiques. Je crois qu'aujourd'hui, si vous me dites, est-ce qu'il y a des situations, on avance avec des grands pas. Il y a eu beaucoup de filles victimes d'harcèlement, utilisation bien sûr des photos personnelles, menacées derrière ces réseaux. L'harcèlement, déjà d'emblée, c'était lourd à porter. Aujourd'hui, c'est connu. La sensibilisation des professionnels qui étaient dans le milieu scolaire, les professionnels qui étaient dans la pédopsychiatrie et puis la santé mentale, derrière les psychologues, tout ça, ils sont sensibilisés à ces concepts, apportés à ces enfants. Ces deux
deuxième façade qui est derrière la connexion à ce monde bleu, derrière ces pratiques, la dangerosité dans laquelle on peut retrouver ces prédateurs. Mais aussi, si j'apporte une petite phrase, Bien sûr. mais voilà, on dira que l'exploitation sexuelle, et puis le travail, et puis les menaces derrière ces volets qui sont très tabous, non dites, interdits dans ma société, je crois que le numéro vert nous a permis quand même de lever un peu le voile, de rassurer les parents, surtout qu'il y avait la protection de l'anonymat de dénonciateurs. Donc ça a beaucoup aidé les adolescents à dénoncer des situations. Aujourd'hui, il y a un grand volet, une grande stratégie apportée dans la protection des enfants de consommation des drogues et l'approche, c'est-à-dire le suivi de l'enfant du terrain. Le numéro vert revient bien sûr pour aider ces adolescents justement de dénoncer, de demander de l'aide et puis de retrouver, de faire des signalements sur ces situations. D'ailleurs, on va rappeler le numéro vert, c'est le 1111, c'est un numéro gratuit. Les enfants doivent appeler s'ils se sentent en danger. S'il y a quelqu'un qui est témoin de violences physiques ou morales, il doit vous appeler également au 1111. J'allais insister sur un autre point, juste avant la publicité, il est 8h27 minutes. Au niveau des écoles, est-ce que il y a sensibilisation par rapport à ce numéro vert ? Je reviens d'un grand travail d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et l'OMPPE dans l'organisation de ce volet. On verra, Inch'Allah, prochainement la visite de Monsieur le ministre au niveau de notre siège. Et ceci nous a permis de parler réellement sur le concret, comment maintenant on peut pas placer les grands pas pour qu'on puisse vraiment toucher l'enfant dans sa scolarité. Ceci dit que c'est pas une nouveauté où ça vient d'aujourd'hui. Oui. Depuis les visites de Madame la déléguée dans les différentes wilayas, elle avait bien sûr les visites vers les institutions et puis de l'éducation, on va dire l'éducation nationale, publique ou dans le privé. Il y avait aussi les visites vers les institutions qui prenaient l'enfant, la petite enfance. Aujourd'hui, l'éducation de l'enfant devient une responsabilité pour qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble parce que les parents, ils ont appris à faire la différence dans tout ce qui peut aider l'enfant à bien se développer, tout ce qui peut nuire à leur développement. Il y a plus de communication. Plus de communication, plus de sensibilisation par rapport à ce volet, surtout si on parle des enfants à besoins spécifiques. Aujourd'hui, on parle de l'handicap mental, on parle des enfants autistes d'une manière très très différente. Aujourd'hui, on parle avec leurs besoins, leurs nécessités, comment on peut vraiment aider ces enfants pour qu'ils puissent trouver le bon cadre. On n'est pas au top, ça nous manque énormément pour qu'on puisse vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment offrir à cet enfant. Mais voilà que la volonté, elle est là, les recommandations sont là, l'échange, il est là, la bonne volonté de nos responsables, elle est là. Et l'organisation de ces événements, bien sûr, vient dans l'échange, les signatures et l'organisation de ces programmes nationaux sur le terrain réel. Alors, on va continuer à parler des droits de l'enfant et surtout la protection de ces droits juste après le sommaire de l'actualité avec vous, Soraya Bouadba. On va continuer à parler de ces violences dont sont victimes les enfants et vous me parliez à l'instant off de réseaux malheureusement de pédophilie. On signale, dès qu'on voit des sites un peu louches, ou c'est surtout sur Facebook et Instagram, sur les réseaux sociaux, qu'on voit des profils assez bizarres, etc., on signale au niveau de la police. C'est vraiment pris en charge directement. Comment ça se passe? Même si j'imagine que c'est des réseaux assez vicieux, pernicieux, que c'est pas évident à déceler rapidement. Vous parlez de réseau, moi je parle d'une parole déjà très timide. Quand ça vient, ça ne vient pas avec ces données aussi claires. On n'est pas dans une pratique là où les choses s'installent avec cette manière. L'Algérien, la famille algérienne, elle a ses traditions, il y a les tabous, il y a le non-dit, il y a une manière d'afficher, d'apporter. Souvent, ce qui arrive, ce sont les mamans qui s'inquiètent par rapport à des pratiques, que ce soit dans les visites, les droits de visite, si l'enfant, par exemple, part loin de ce cadre familial, là où il y a les parents biologiques, où il y a les personnes qui le protègent vers des cousins, une famille plus élargie. Et vous savez très bien, si aujourd'hui on parle de la pédophilie, ce sont des personnes
qui sont vraiment très proches de l'enfant. Souvent, Ils c'est dans le rassurent, cercle familial. Hein. tout à fait, ou les amis, ou le quartier, où ils sont connus dans le quartier. Et souvent, cette manière d'attirer l'attention et jusqu'à ces passages à l'acte sont des manipulations, là où l'enfant il est victime, bien sûr, de ces pratiques. Aujourd'hui, on peut retrouver des mamans qui dénoncent, affolées, elles savent. Les parents aussi, hein, les pères aussi, hein, je n'exclus pas les papas parce que ça bouleverse de l'intérieur le bon développement. Aujourd'hui, si on parle de ça, c'est pour expliquer que on se développe dans le mental, dans le physique, mais aussi dans les pulsions et le désir et la sexualité de l'enfant. Et puis qu'il soit garçon ou fille, ça c'est le futur homme et femme de la société, Absolument. mère de demain et le père de demain. Donc avoir ces vécus très traumatisants, ces vécus qui peuvent bouleverser le vécu. Aujourd'hui, les parents sont sensibilisés. Il y avait un silence, il y avait On stigmatise moins, pardon. on stigmatise moins la victime. Bien sûr, aujourd'hui, la non-culpabilité, c'est pas à cause de toi, parce que tu t'es habillé comme ça, tu es parti là où il fallait pas. Là, ils ont expliqué à travers l'approche des médias, à travers la sensibilisation des psys, tout le travail qui a été fait. On comprend maintenant, victime, c'est victime. Elle est manipulée, tiraillée vers ces situations. Mais après, ce qui se fait, si le danger est imminent, et voilà, peut-être c'est là où je place un peu la parole, ça, on saisit directement les juges des mineurs. Il n'y a pas de prise de temps, il n'y a pas... S'il s'agit d'urgence pour intervenir, on saisit directement les personnes ressources qui peuvent intervenir directement dans ces situations. Maintenant, ça ne veut pas dire que uniquement l'OMPPE, les mamans peuvent se retrouver dans le cadre médical avec les médecins légistes, peuvent se retrouver avec la police, les équipes de police des personnes vulnérables. On parle aussi des brigades de la gendarmerie, donc les brigades des mineurs. Il y a des personnes très formées, ciblées vers l'écoute et l'accompagnement de l'enfant, qui coopèrent tous ensemble pour qu'on puisse vraiment porter ce signalement, cette plainte. Alors, si une maman aux personnes aujourd'hui origines. ou un papa qui constate un cas de violence contre son enfant, Oui. qu'est-ce qu'il doit faire? Aller directement à un commissariat? Quelle est la personne vers qui il doit aller directement pour signaler cette violence? Quelle belle question. Simplement. Moi, je dirais, voilà, c'est tellement beau parce que l'Algérie ne vient pas d'aujourd'hui. Il y a les institutions qui sont depuis l'indépendance. Ça veut dire aujourd'hui, si on parle de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de ces lieux, là où il y a la casquette, les blouses blanches, là où il y a l'intervention directement pour vraiment retrouver, existe depuis très longtemps. Ce que l'organe national offre aujourd'hui, c'est la possibilité d'être beaucoup plus rapide. Surtout si par exemple on parle des smartphones maintenant. À l'Autofola, c'est une application sur les smartphones, là où on peut vraiment saisir la photo, saisir la vidéo, saisir la situation rapidement dans le temps réel. Si par exemple aujourd'hui on veut vraiment intervenir. Oui. Et aujourd'hui, saisir les personnes ressources pour qu'on puisse vraiment faire la part des choses. Est-ce que les données sont vraiment très fortes? À ce moment-là, il faut vraiment partir vers la protection de l'enfance et protection judiciaire rapide, d'urgence, ou est-ce que ça nécessite une enquête de terrain pour être sûr des données? Et à ce moment-là, c'est une protection sociale dans laquelle l'enfant dans sa wilaya, aujourd'hui on parle de 58 wilayas et aujourd'hui on est à 69, voilà, donc élargir un peu l'espace, c'est de permettre à ces personnes, qu'ils soient voisins, enseignants, médecins, personne, voilà, on va dire un citoyen qui a vu quelque chose, de dénoncer, de permettre à ces volets, à ces données, de prendre le vrai cadre de protection de l'enfance. Ça vient appuyer, protéger, être plus rapide, plus utile, là où il n'y a pas l'institution directe pour qu'on puisse se déplacer. Surtout, si vous me permettez, j'ajoute une phrase, les mamans qui ne sortent pas de la maison, les mamans qui ne savent pas lire, écrire, les mamans qui ne savent pas rédiger administrativement des courriers, ça se fait dans la parole simple à travers les outils, les modalités utilisées pour permettre à cette parole de prendre place. Je crois que c'est un grand taquet aujourd'hui, même si on travaille tous
son son pour qu'il soit le plus possible utile dans les différentes régions de mon pays, différents langages, différentes institutions et puis cadres. En fait, il faut vulgariser au maximum. Au maximum, permettre aux deux venants de dire ça ne va pas, ça c'est interdit, ça ne suffit pas. Et c'est à partir de là qu'on parle des droits de l'enfant, qu'on parle de sa situation, de sa manière de vivre et comment il peut vraiment construire son monde à lui, infantile, pour qu'il puisse vivre le plus normal possible, comme tous les enfants. En parlant toujours de cela, et au niveau scolaire, il y a eu une semaine de prévention contre la consommation de drogue au niveau des écoles. Est-ce que vous avez ressenti, vous, à votre niveau, au niveau de votre organe, une augmentation des cas de toxicomanie auprès des enfants, au niveau des enfants, malheureusement? L'augmentation, elle n'est pas liée uniquement dans les parties de sensibilisation. L'augmentation, elle était ciblée dans le non dit. Avant, quand il n'y avait pas cette ouverture pour permettre à cette parole de trouver place. Il y avait beaucoup de non-dits, on trouvait ça dans les cours, dans les espaces, là où les enfants se retrouvaient, dans les espaces sportifs aussi aujourd'hui, dans les pratiques, il nous semble qu'un tout petit peu le bien-être et la santé protègent un tout petit peu les pratiques, mais on peut retrouver les prédateurs qui tiraillent, qui utilisent, manipulent les enfants vulnérables, fragiles dans ce monde, et ils sont tiraillés. Et ce qui a attiré nos attentions, beaucoup de voisins dans les quartiers, ils peuvent localiser ces lieux là où les enfants se protègent, se cachent. Se cachent pour fumer. Derrière, voilà, pour fumer, pour utiliser, pour les enfants utiliser pour déplacer, parce que vous savez que les textes de loi protège un peu l'enfant, et voilà que l'adulte peut utiliser l'enfant pour déplacer ses produits, pour la consommation, la vente, et puis la traite des personnes. Aujourd'hui, c'est tout un cadre évolué derrière les textes de loi et les nouveautés, dans lesquels on travaille bien sûr ces volets. Aujourd'hui, si il y a cette ouverture, c'est bien sûr... C'est après le lancement de la stratégie, après l'implication de toutes ces institutions, y compris le secteur de la santé. Et c'est pour ça que j'ai dit que la coopération de ce groupe et l'échange entre le ministre de l'Éducation nationale et Madame la déléguée nationale, pour qu'on puisse vraiment travailler de près, surtout qu'il y a le prochain projet pour les tests au niveau des milieux scolaires, les tests pour découvrir les consommateurs dans le milieu scolaire. Ça permet aussi à tous ces cadres de mieux travailler, d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour détecter les enfants qui soient victimes ou acteurs. Ça reste des enfants qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, vous les aidez directement, par exemple, s'il y a un enfant qui aujourd'hui vous contacte sur le numéro 1111, qui vous dit voilà, moi je consomme, ou je suis victime de harcèlement, ou est-ce que comment vous le faites pour le sortir de cet engrenage-là? Directement, on a eu plusieurs formations, on a des psychologues avec nous dans lesquels on peut lire entre les lignes déjà avant d'avoir dans le discours. Dans le discours, parce que vous savez, ce que l'enfant apporte, ce n'est pas j'ai consommé, voilà, je demande de l'aide. Ça, c'est vraiment un état très très avancé dans la parole et dans la discussion. Mais il y a beaucoup de méfiance là où l'enfant nous attire vers qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous savez? Est-ce que je parle d'un ami, pas moi? Il a été utilisé. Et puis voilà, vous savez, aujourd'hui, si on parle de drogue, ça c'est tellement complexe, des situations complexes. Il y a dedans la violence, la manipulation, il y a la sexualité, il y a l'harcèlement, on peut retrouver beaucoup de choses dans lesquelles une simple parole et une bonne écoute attentive, on peut voir des indicateurs qui vont nous présenter un enfant qui a besoin vraiment d'utile. Souvent, on rencontre des enfants qui dénoncent ou prennent une petite partie juste pour s'assurer que ça existe. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Est-ce que réellement, vous arrivez à me comprendre? Et souvent, ce sont des enfants qui veulent vraiment sortir de ces contexte, mais tout en gardant le bénéfice et cette partie qui donne à l'adolescence cette force. Et nous, on est très attentifs à ça, et puis se rapprocher pour vraiment lire, même s'il coupe le téléphone, on a les liens, on peut rappeler doucement, on peut vraiment rassurer l'enfant, on peut lui expliquer comment il peut intervenir, mais bien sûr, on n'est pas seul, il y a des juges des mineurs qui peuvent intervenir s'il s'agit de danger imminent, surtout s'il est exploité par les parents en biologie.
psychologique. Ça veut dire que l'enfant, il est dans un foyer ou dans un monde là où les parents consomment. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas écarter, on ne peut pas parler des femmes ou des hommes. Les parents, on peut retrouver, voilà, dans le cadre, les personnes proches, les grands-parents, on peut retrouver des familles là où il y a ces pratiques et protéger l'enfant, même s'il ne consomme pas. Parce que dans même quand il est dans un environnement qui peut nuire à son développement. Et c'est ça la définition de l'enfant en danger. L'enfant en danger, ça est le danger de l'extérieur qui le touche. L'enfant en danger, ça où le danger, il vient de lui-même, il peut être dangereux dans ses comportements, il peut nuire à ses comportements. Le danger aussi dans le cadre social et puis le contexte qui peut être dans le futur un danger pour lui. On va continuer avec une dernière question, parler de santé mentale des enfants. On en parle... C'est nouveau de parler de la santé mentale des enfants aujourd'hui. Et pourtant, c'est tellement important. Oui, très très important. Pourquoi c'est nouveau? Parce que je crois que pendant trop longtemps, on a travaillé avec les psychologues. Mais voilà que l'arrivée des pédopsychologues avec force dans le domaine pour vraiment détecter, expliquer la santé mentale déjà, avoir une bonne pratique pour pouvoir vraiment accompagner les enfants pour qu'on puisse détecter que ça veut dire autiste, que ça veut dire un retard mental, que ça veut dire les troubles de l'apprentissage, que ça veut dire aussi les besoins spécifiques. Ce sont tous des situations très complexes. Un dyslexique, ça ne veut pas dire un retard ou quelqu'un qu'on peut déraciner complètement de l'éducation de la société. Ce sont des enfants qui ont besoin d'une pratique très différente et chacun a besoin d'un protocole qui lui va. On travaille ensemble pour sensibiliser les parents, pour qu'ils puissent travailler avec nous et avancer. Je crois qu'aujourd'hui, à travers la caravane de la santé mentale qui a été lancée pour l'organe national, chapeauté par le professeur Tepti, mais aussi la présence de ces médecins dans les différentes wilayas, ils ont habité l'espace, ils ont permis à ces gens de comprendre. Santé mentale, c'est bien sûr le pédopsychiatre et psychologue, orthophoniste, psychomotricien, c'est tous ces praticiens qui travaillent dans la psychométrie aussi, les tests, pour qu'on puisse vraiment tous parler de la déprime, de ce vécu, d'une santé mentale et une bonne santé mentale de l'enfant. Et c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde, pas uniquement les enfants, mais à tous les Algériens. Et je rappelle donc le numéro vert qui est très important, le 11-11, si vous constatez une quelconque violence contre des enfants. Merci beaucoup, Madame Mousseli Aïda, chef d'études au sein de l'Organisation nationale de la protection et de la promotion de l'enfance.